Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'histoire fascinante, émouvante et parfois méconnue d'une icône de la télévision française, Dorothée, une femme qui a marqué des générations entières avec son charisme, sa voix et son énergie débordante. Pendant des décennies, elle a été bien plus qu'une animatrice. Elle était une amie, une grande sœur, une figure presque mythique pour des millions d'enfants et d'adolescents. Mais derrière ce sourire éclatant et cette présence rayonnante se cachaient des combats, des chagrins et des choix qui ont façonné une vie bien plus complexe que ce que les projecteurs laissaient entrevoir. Pourquoi Dorothée, au sommet de sa gloire, a-t-elle choisi de s'effacer des écrans? Quels secrets a-t-elle gardés? Et quelles vérités émergent aujourd'hui, des années après son retrait de la scène publique? Préparez-vous à découvrir une histoire où la gloire, l'amour, la douleur et la résilience s'entrelacent pour dessiner le portrait d'une femme hors du commun. Dorothée, née Frédéric Hochdé en 1953 dans le 16e arrondissement de Paris, a grandi dans un foyer où la discipline et la créativité cohabitaient. Fille d'un ingénieur et d'une femme au foyer, elle a été élevée aux côtés de son frère aîné, Jean-François, dans une maison où l'éducation et les arts étaient valorisés. Son lien avec l'art ne s'arrête pas là. Par son ascendance, elle est connectée à la famille de Claude Monet, le célèbre peintre impressionniste, via son arrière-grand-oncle Ernest Hochdé. Cette connexion, bien que lointaine, semble avoir planté une graine artistique dans le cœur de la jeune Frédéric. Dès son plus jeune âge, elle montre un talent précoce pour la musique. À 11 ans, elle remporte le 3e prix du prestigieux concours de piano Nerini, un exploit qui témoigne de sa sensibilité et de son dévouement à l'art. Mais ce n'est pas seulement le piano qui la passionne. Elle s'initie également à la danse, et c'est lors d'un voyage en Angleterre à l'âge de 13 ans qu'elle découvre les Beatles et Simon et Garfunkel, deux influences qui marqueront profondément son amour pour la musique pop. Malgré cette passion grandissante, Frédéric n'envisage pas tout de suite une carrière dans le show-business. Pragmatique, elle poursuit des études d'anglais à l'université et obtient une licence en 1972, caressant des rêves de carrière dans le tourisme ou même l'archéologie. Mais le destin en décide autrement. Cette même année, elle remporte le premier prix d'un concours théâtral étudiant grâce à une adaptation audacieuse d'un texte d'Alfred de Musset. Ce succès attire l'attention de Jacqueline Joubert, une figure emblématique de la télévision française et directrice des programmes jeunesse à l'ORTF. Joubert voit en Frédéric un potentiel unique, une étoile brute qu'elle veut polir pour la télévision. Frédéric, hésitante, décline d'abord l'offre, peu convaincue par l'idée de se lancer dans un monde aussi incertain. Mais en 1973, elle finit par accepter et devient animatrice des Mercredis de la jeunesse, une émission diffusée en direct chaque mercredi après-midi, encore en noir et blanc à l'époque. C'est là qu'elle adopte le pseudonyme de Dorothée, un nom qui deviendra bientôt synonyme de joie et de nostalgie pour des millions de Français. Les débuts de Dorothée à la télévision ne sont pas sans obstacles. Après la dissolution de l'ORTF en 1974, elle traverse une période difficile, marquée par des échecs professionnels. Elle rejoint les visiteurs du mercredi sur TF1, mais est écartée après seulement 6 mois, jugée inadaptée pour la télévision jeunesse par certains responsables. Cette critique, bien que cruelle, ne l'arrête pas. En 1976, elle co-anime Réponse à tout, une émission qui s'arrête rapidement, la laissant sans emploi pendant plus d'1 an. Pour subvenir à ses besoins, Dorothée enchaîne les petits boulots, hôtesse de supermarché, secrétaire, doublure lumière sur des plateaux télé. Ces années de galère, loin des projecteurs, forgent sa résilience et son humilité, des qualités qui la rendront si attachante aux yeux du public. En 1977, un nouveau tournant se dessine. Suivant les conseils de Jacqueline Joubert, Dorothée passe le concours de speakerine à Antenne 2 et décroche un poste d'annonceuse. Ce retour à l'écran, bien que modeste, lui permet de renouer avec le public. La même année, elle anime Dorothée et ses amis, une émission jeunesse éphémère, mais c'est en 1978 que sa carrière prend véritablement son envol. Antenne 2 lance Récréa 2, une émission initialement prévue pour l'été, mais qui rencontre un succès si fulgurant qu'elle devient permanente pendant une décennie. Entourée de collaborateurs talentueux comme Jackie, Ariane Carletti, William Lémergie, Elfie et le caricaturiste Cabu, Dorothée transforme Récréa 2 en un phénomène culturel. L'émission mêle dessins animés japonais, rubriques pédagogiques et chansons, captivant des millions d'enfants. Les caricatures de Cabu, notamment celle de Dorothée avec son nez exagéré et sa queue de cheval, deviennent emblématiques. En parallèle, elle tient une rubrique dans le magazine de BD Super AS, renforçant son lien avec son jeune public. Dans les années 1980, Dorothée diversifie ses talents. En 1979, le cinéaste François Truffaut la remarque et lui offre un petit rôle dans L'amour en fuite, le dernier opus de la saga Antoine Doinel. Impressionné par son charisme, Truffaut envisage même un rôle plus important pour elle dans un projet futur. Mais son décès en 1984 met fin à cette collaboration prometteuse. Parallèlement, Dorothée se lance dans la musique grâce à Jean-Luc Azoulay et Claude Berdadabé Productions. D'abord réticente,
Elle accepte de narrer un conte musical pour enfants, Dorothée au pays des chansons, qui devient un album en 1980, puis une comédie musicale. Ce projet marque le début de sa carrière de chanteuse. Entre 1981 et 1986, elle enchaîne les tubes, Rox et Rookie, La Menteuse, Les Schtroumpfs, Les Petits Ewoks, Allô allô monsieur l'ordinateur, Maman. Plusieurs de ses chansons dépassent le million d'exemplaires vendus, et Dorothée devient une véritable icône pop pour enfants, cumulant plus de 4 millions de disques vendus. Au milieu des années 1980, Dorothée atteint l'apogée de sa carrière. Elle se produit dans des spectacles musicaux ambitieux comme Dorothée Tambour Battant et au Royaume de Dick Donden, jouée sous chapiteau à Paris ou dans des salles mythiques comme l'Olympia et le Zénith. En 1985, elle remporte une victoire de la musique pour Allô allô monsieur l'ordinateur, consolidant son statut de star nationale. Mais Dorothée ne se contente pas de divertir. Inspirée par le Téléthon américain, elle tente d'importer le concept en France, mais Antenne 2 refuse, estimant qu'elle n'a pas assez de notoriété, une ironie amère compte tenu de son immense popularité. En 1985, elle devient également productrice artistique de Récré à 2 matins, influençant la direction créative de l'émission tout en continuant à sortir des albums et à se produire sur scène. En 1987, Dorothée accepte une nouvelle aventure. TF1, fraîchement privatisé, lui propose de prendre la tête de son département jeunesse. Elle lance alors Club Dorothée, une émission qui redéfinit la télévision pour enfants en France. Accompagnée de son équipe fidèle, Ariane, Corbier, Patrick, Jackie et le groupe Les Musclés, Dorothée fait de Club Dorothée un phénomène culturel sans précédent. L'émission atteint des parts d'audience records, parfois plus de 60%, et diffuse jusqu'à 40 heures de programme par semaine pendant les vacances scolaires. Dorothée devient omniprésente, animant des émissions en prime time comme Dorothée Show, Le Cadeau de Noël ou Dorothée Rock'n'Roll Show, où elle partage la scène avec des légendes comme Ray Charles et Chuck Berry. Sa carrière musicale atteint de nouveaux sommets. Entre 1990 et 1992, elle donne 58 concerts à guichet fermé à Bercy, un record pour une artiste féminine à l'époque. Sa tournée mondiale de 1992 surpasse même celle de Michael Jackson et Johnny Hallyday en France, et elle se produit en Chine devant des millions de spectateurs. Mais ce succès fulgurant a un revers. Dès le début des années 1990, Club Dorothée fait face à des critiques croissantes. La programmation, riche en dessins animés japonais comme Ken le Survivant, Dragon Ball Z ou Les Chevaliers du Zodiaque, est jugée trop violente par des associations de parents et des responsables politiques. Le CSA impose des avertissements, et une série, Onizuka, est même déprogrammée pour des thèmes jugés inappropriés. En 1989, la politicienne Ségolène Royal consacre un chapitre de son livre Le ras-le-bol des bébés à peur à une critique virulente de l'émission, accusant Dorothée de mettre en danger la moralité des enfants. En 1995, lors d'une cérémonie musicale, Dorothée est huée par une partie du public, une expérience qu'elle décrira plus tard comme profondément blessante. En coulisses, les tensions s'accumulent. En 1995, AB Productions, qui produit Club Dorothée, lance ABSat, une plateforme satellite en concurrence avec TPS, dont TF1 est actionnaire. En représailles, TF1 réduit le budget et le temps d'antenne de l'émission. En 1996, Patrick et Corbier sont écartés, jugés, trop vieux, par la chaîne. En mars 1997, TF1 annonce la fin du contrat avec AB Productions. Le dernier épisode de Club Dorothée est diffusé le 30 août 1997, quelques heures après l'annonce du décès de la mère de Dorothée. Ce double choc, professionnel et personnel, marque un tournant dans sa vie. Après 1997, Dorothée disparaît des écrans. Elle refuse les interviews, annule des projets ambitieux, une sitcom, une comédie musicale, une pièce de théâtre, une chaîne nommée Dorothée Channel, et se retire dans un silence quasi total. De 1997 à 2007, elle reste en marge, malgré quelques tentatives de retour, comme une apparition aux côtés de Chantal Goya en 2005, qui ravive l'intérêt du public. Mais Dorothée reste prudente, déclarant « Quand on n'a rien à dire, on se tait ». Les critiques persistent, notamment sur des extraits de Club Dorothée jugés aujourd'hui problématiques, comme une prestation en blackface avec le groupe Zouk Machine, un acte qui, à l'époque, passait inaperçu mais qui est aujourd'hui unanimement condamné. Malgré ces controverses, l'héritage de Club Dorothée reste immense. L'émission a fait de la France le deuxième marché mondial du manga après le Japon et a popularisé des sitcoms comme Hélène et les garçons et Salut les musclés. Dans sa vie privée, Dorothée a toujours protégé son intimité avec une détermination farouche. Comme elle le disait elle-même, « Ma vie privée, c'est comme ma maison. Peu de gens en ont la clé. » Pourtant, en 2021, une révélation inattendue secoue ses fans. Lors d'une interview, son ami et collaborateur Jackie laisse échapper qu'elle s'est mariée en secret au milieu des années 2000. Cette phrase, prononcée presque par accident, déclenche une vague d'enquête médiatique.
Le magazine Public découvre que Dorothée a épousé Vincent Gaudel, un homme de 17 ans son cadet, vers 2006. Ce qui rend cette union si particulière, ce n'est pas seulement la différence d'âge ou la discrétion absolue, mais l'histoire de leur rencontre. Vincent, un fan de la première heure, avait grandi en admirant Dorothée à travers ses émissions et sa carrière musicale. Leur collaboration commence au début des années 2000, lorsque Vincent devient son assistant. Leur complicité professionnelle évolue progressivement vers une relation personnelle, renforcée lors de la comédie musicale au Royaume des Bonbons, présentée à l'Olympia entre 2006 et 2007. Vincent y joue un rôle d'acteur et de commetteur en scène, tandis que Dorothée, séduite par sa créativité, devient la marraine du spectacle. Leur mariage, célébré dans la plus grande intimité, marque un nouveau chapitre dans la vie de Dorothée, qui choisit de s'installer en Normandie, loin des feux de la rampe. Depuis ce mariage, Dorothée et Vincent vivent une vie paisible, loin des caméras. Selon Jean-Luc Azoulay, son producteur historique, et d'autres proches, Dorothée est aujourd'hui heureuse et épanouie. Elle n'a jamais eu d'enfant, un choix qu'elle assume pleinement, mais son mariage semble lui avoir offert une sérénité nouvelle. Vincent, décrit comme un homme talentueux, respectueux et discret, partage son désir de protéger leur intimité. Leur quotidien, rythmé par des plaisirs simples comme lire ou regarder la télévision, contraste avec l'effervescence de la carrière de Dorothée. Malgré son retrait, l'amour du public pour Dorothée ne s'est jamais éteint. Dès 1998, des sites internet dédiés à sa carrière fleurissent, remplis de messages nostalgiques et d'archives. En 2005, son apparition dans Vivement Dimanche avec Chantal Goya déclenche une vague d'enthousiasme, et un remix de La Menteuse atteint la 6e place des charts. En 2008, elle retrouve ses anciens collaborateurs sur IDF1, une chaîne locale, pour un retour modeste mais sincère. En 2010, elle remonte sur la scène de l'Olympia, 14 ans après sa dernière prestation, et reçoit le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2015, elle célèbre les 30 ans de Bercy avec une apparition émouvante, et en 2019, elle joue dans l'adaptation française de City Hunter, un clin d'œil à son rôle dans la popularisation des animés japonais. En 2022, une émission spéciale, La chanson secrète, rend hommage à Dorothée, la montrant visiblement émue face à un montage dédié à ses collaborateurs disparus. En 2025, TF1 diffuse Merci Dorothée, une émission de 4 heures en prime time, remplie de témoignages et d'images rares. À la fin, Dorothée dévoile une nouvelle chanson et annonce une tournée pour 2026, dont les billets s'écoulent en quelques minutes. Cette vague de reconnaissance, douce mais profonde, montre que son héritage reste vivant. Ses albums sont réédités, et de nouvelles générations découvrent sa musique. Dorothée, aujourd'hui âgée de 72 ans, a traversé des sommets de gloire et des périodes d'ombre. Sa disparition des écrans n'était pas une chute, mais un choix conscient de se protéger, de préserver une vie privée qu'elle chérissait. Son histoire est celle d'une femme qui a su captiver des générations tout en restant fidèle à elle-même, malgré les critiques et les épreuves. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime, abonnez-vous, et partagez pour découvrir d'autres récits oubliés derrière les étoiles de la télévision. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage à travers la vie d'une icône intemporelle. À bientôt pour une nouvelle histoire.